Nous sommes jeudi 10 mars 2022, 21h33. Nous sommes sur les ondes du 102,3 FM Radio Centre-Ville. Voici Fraîchement Jeudi. C'est la 162e émission de Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés de LGBTQIA+, sur les ondes de Radio Centre-Ville et aussi sur nos réseaux sociaux et YouTube. Bonsoir tout le monde. Eh bien, ce soir, on part en voyage. Ben oui, pourquoi pas? La pandémie tire à sa fin après tout. Alors, on parle avec l'agent de voyage Pascal Chalmel de LGBT Voyage. On voyage aussi jusqu'en Iran, en Pékin-Car, pour en apprendre un peu plus sur les atrocités que subissent les personnes de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre dans ce pays. On voyage aussi par les livres avec Jennifer Ricard, les bibliothécaires à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On voyage par les films avec Richard Bradley et En santé avec le docteur Pierre Côté. Je m'appelle Denis Martin Chabot, heureux de vous retrouver à Fraîchement Jeudi. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. À défaut d'avoir une chronique voyage, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de voyage avec la pandémie et avec tout ce qui se passait, ben on va faire une entrevue là, pour faire le point sur ce qui se passe. J'ai avec moi ce soir Pascal Chalmel, qui est agent de voyage, qui est aussi propriétaire de l'agence de voyage LGBT. Donc, il se spécialise un peu pour nos communautés. Bonsoir, Pascal. Ben, bonsoir, merci de m'inviter. Alors, Pascal, dis-moi, d'abord, on va parler de toi parce que ça ne doit pas être simple, hein. Comment ça s'est passé les 2 dernières années de pandémie pour toi? Eh bien, disons que ça a été toute une 13 mars 2020 a été comme une date que je vais retenir toute ma vie parce que c'est là que tout a commencé, hein, et puis on nous a avisé qu'il fallait annuler tous les voyages. Donc moi j'avais beaucoup à l'agence, on avait beaucoup de départs, tout ça. Donc ça a été, je dirais, 6 à 8 mois d'annulation de voyage, de trouver une solution pour nos clients, de les aider dans leur démarche parce que personne ne s'attendait à ça. Et puis, après ça, il y a eu une petite accalmie, puis il y a eu un petit peu de reprise de voyage, là, je dirais, les 6 derniers mois qui viennent de passer, on a eu le 15 décembre. Donc, le 15 décembre qui a été un peu la même chose avec Omicron, tous les gens qui avaient réservé. Alors, pour résumer, ces 2 dernières années, ça a été 2 dernières années un petit peu difficiles, bien sûr. Pour nous, la structure à mon bureau, comme on n'a pas de bureau physique réellement, ça a été plus facile de passer à travers. Je dirais que les agences qui avaient des pignons sur rue, les agences, beaucoup dans le domaine ont fermé ou ont dû se fusionner. Moi, j'ai été chanceux, l'agence va quand même bien mais ça a été difficile. Je dirais que ça a été beaucoup de paperasse, et puis les mesures sanitaires aussi qui sont jamais évidentes pour les clients. C'est de plus en plus facile de voyager. Dorénavant, c'est de plus en plus, les mesures s'allègent, donc c'est plus facile. Mais ça a été difficile d'aider les clients à travers ceux qui partaient en voyage, ceux qui voulaient partir en voyage. J'ai appris beaucoup de choses à travers ces 2 années. Donc, ça a été 2 années difficiles et puis là, on se relève. Alors, à partir de ce que tu as appris, qu'est-ce que tu fais maintenant de différent ou fais-tu les choses différemment avec la reprise des voyages? Ah oui, c'est une bonne question parce que oui, j'ai carrément changé la façon dont je travaillais auparavant. On a installé au bureau maintenant la comptabilité virtuelle, donc il n'y a plus de papier. On a installé aussi un système d'envoi aux clients des mesures sanitaires automatiques dès qu'il y a une demande.
On a eu un gros projet. Je me suis servi de la pandémie pour justement repenser tout mon travail à travers tout ce que je pouvais apporter de plus maintenant, dorénavant, à un client. C'est-à-dire avant le départ et après le départ. Il y a des choses que je faisais pas avant. Et j'ai monté tout un système d'envoi juste 3 jours avant le départ. Maintenant, j'ai des rappels pour mes clients pour bien les informer au niveau des mesures. Ils reçoivent un document avec bon voyage de la part de LGBT Voyage avec vraiment toute l'information qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ne doivent pas oublier, parce que bien sûr, on a encore des mesures sanitaires. Donc, je leur fais un petit rappel. On a installé aussi, comme je viens de le dire, un système comptabilité sans papier. J'ai fait une formation au niveau du sans papier, puis je trouvais ça intéressant au niveau d'aujourd'hui de l'écologie, de dire, OK, je me suis rendu compte avec la pandémie, quand il a fallu que j'annule tous ces dossiers papier, en réalité, c'est que c'est beaucoup d'encre, beaucoup de papier, beaucoup de choses qui sont utilisées, qui finalement, aujourd'hui, peuvent être faits virtuellement. Donc, les clients, aujourd'hui, au bureau, ont un dossier virtuel qui comprend toutes leurs informations, qui sont protégées, bien sûr, mais qui sont beaucoup plus faciles. Et bien sûr, le gros projet de la pandémie, depuis longtemps, je voulais installer dans l'entreprise un site web en ligne où les gens pourraient magasiner un voyage et aussi acheter en ligne. Pas que je veux plus servir mes clients, mais l'idée là-dedans, c'était de leur donner l'outil qui est ailleurs, finalement, parce que bien souvent, j'avais des questions de clients qui me disaient où c'est que je peux regarder les prix, j'ai vu tel prix sur tel agent, j'ai vu telle chose. Et bon, c'est un investissement pandémique, j'appellerais, mais je pense que c'est une belle réalisation pour nos clients et un plus. Et bien sûr, les gens peuvent regarder le site et m'appeler pour booker leur voyage. C'est pas de les inciter à ne plus m'appeler. Le message, il est clair. C'est vraiment pour leur donner l'opportunité d'aller regarder le soir à 22 heures et puis dire, ah, tiens, je vais appeler Pascal demain. Donc, c'est le gros projet de la pandémie de se changer à travers ça puis d'améliorer sa business. Moi, je voulais me servir de la pandémie pour améliorer ma structure au niveau de l'interne. Alors, je pense que c'est réussi. Bon, bien, pratico-pratique, là. On commence à déconfiner. J'ai vu qu'Air Canada commence à annoncer la reprise de plusieurs vols, notamment cet été vers l'Europe. Il y a des vols vers le sud là, qui ont repris depuis, peut-être timidement, mais ça reprend. Alors, si on veut aller en voyage en 2022, quelle est ta recommandation pour une personne LGBT, évidemment? Écoute, c'est sûr que les destinations sud ont reprise. Les destinations sud, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de routes qu'auparavant. Il y a eu beaucoup d'annulations. C'est sûr qu'il y a toujours les mêmes vendeurs. Il y a des produits qui sont intéressants pour la communauté. Bien sûr, Cuba avec l'hôtel Mutu qui est très populaire. Moi, j'en ai à peu près cette semaine. J'ai peut-être dans les prochains jours, j'ai à peu près 45 départs de clients qui partent à cet hôtel-là, qui est un hôtel pour la communauté LGBT. Après ça, je vends beaucoup du Puerto Vallarta, bien sûr, qui est la destination. Et aujourd'hui, les mesures sanitaires pour les destinations comme le Mexique, par exemple, ne demandent plus rien. Cuba, à part la vaccination, bien sûr, parce que c'est la compagnie aérienne qui le demande. Mais le Mexique et la République dominicaine. République dominicaine, pour un couple, moi, j'y étais souvent, et puis je trouve que c'est une destination où tu as des belles plages, tu n'es pas jugé dans les hôtels. Les 3 destinations Après, pour l'Europe, c'est sûr que là, on est dans un climat en ce moment, je te dirais bien franchement, que même moi, je fais « Ah, OK, il va se passer quoi avec l'Ukraine, la Russie, tout ça? » Je le ressens un peu dans les inquiétudes de clients qui ont acheté de l'Europe pour cet été, qui se posent des questions justement parce que on est dans l'incertitude. Ben, sinon, dans les grandes villes, dès que ça va être ouvert, je dirais que Paris, Londres, Prague est une ville très intéressante pour la communauté. Barcelone, bien sûr, avec aussi Sitges, qui pourrait être super comme séjour pour le mois de mai-juin. Mais pour l'Europe, je me garde une petite réserve. Mais pour le Sud, aujourd'hui, il y a plus de... c'est très facile aujourd'hui. Les mesures sont beaucoup moins demandantes, je dirais. Ces pays-là ne demandent pas de preuve de test PCR parce qu'en réalité, ce qui empêchait beaucoup les gens, c'est les preuves de test PCR. Aujourd'hui, maintenant, pour revenir au Canada, ça nous demande juste un antigène. Donc, les hôtels offrent ça facilement. Pour l'Europe, ça sera peut-être à réfléchir, à voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui se passe présentement. On va certainement y réfléchir, mais moi, avec le temps de canard qu'il fait présentement, c'est clair, Pascal, que tu me fais rêver d'aller dans le sud. Alors, ouf!
En tout cas, un gros merci à toi d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce soir, puis on se reparle très, très, très bientôt. Ben, merci beaucoup. Puis j'invite tout le monde à aller voir notre site, hein, bien sûr, lgbtvoyage.ca. C'est nouveau, puis c'est tout beau, puis c'est pour la communauté. Excellent. Et Merci nous, on beaucoup. continue en musique maintenant avec Voyage, Voyage. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Des nuages et marécages, devant d'Espagne plus d'équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regardez l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve en lien. Voyage et jamais ne reviens. Sur les ganges ou l'Amazone, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tous les royaumes. Sur les dunes du Sahara, des effigies au Fukushima. Voyage, voyage, ne t'arrêtez pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regardez l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée de fleuve en lien. Voyage et jamais ne reviens. Voyage plus loin que
Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin-Chabot. Pécan Art Car, c'est une exposition assez spéciale qui s'en vient ici à Montréal, qui commence en fait ce week-end. Une exposition qui est organisée par l'organisation 3.19.272. Et pour nous en parler, c'est l'agent de liaison de cette organisation et de cette exposition. Il s'appelle Siavosh Jalili. Bonsoir, Siavosh. Bonsoir, Ça va Denis, bien? comment ça va? Oui. Ça va, merci. Alors, Siavosh, dis-moi un peu là, on a dit plein de mots que les gens n'ont pas compris. Pécan Art Car. En fait, parlez-nous un peu de cette exposition. Qu'est-ce que c'est qu'elle représente? La voiture Paykan, c'était ou est la voiture nationale de l'Iran. C'était modelé après la Hillman. C'est une voiture britannique, mais c'était en masse production dans les années 60-70 en Iran. C'était censé être la voiture de classe moyenne. Cette voiture-là, cette Paykan-là, a été offerte au Ceausescu, la dernière dictature de la Roumanie. Donc, ce Paykan a été un don à une organisation. Ça, c'est l'histoire de cette voiture-là. Donc, il a dit, voilà, cet véhicule qui était conduit par une dictature, Ceausescu, sera, excusez l'expression, un véhicule, un moyen pour parler, pour s'exprimer sur le sujet de droits de personnes par les membres de communautés marginalisées en Iran. Donc, on parle des communautés de LGBTQIA+, donc nos communautés à nous. Bien sûr. Ce qui arrivait est Madame Fizé a engagé Alireza Shojayan, un membre de la communauté LGBTQ en Iran qui avait quitté l'Iran à cause de la situation vraiment épouvantable pour cette communauté-là. Il est un artiste engagé. Il était bien sûr pas seulement, il devait face aux discriminations à cause de son orientation sexuelle, mais ses projets d'art étaient bloqués constamment en Iran. Donc, il a décidé d'utiliser un certain style de peinture pour parler de la discrimination, vraiment de la douleur, de le problème, de la persécution de cette communauté en Iran. D'accord. La voiture, il y a des dessins des hommes qui sont en amour. Ça, et il y a, en fait, il s'appelle Sous le ciel de Shiraz. Shiraz, c'est une ville iranienne. Peut-être ceux qui sont les connaisseurs du vin, ils ont entendu un peu de Shiraz parce que c'était en fait une ville qui était connue pas seulement pour la poésie, pour l'amour, mais aussi pour le vignoble. Et ce cépage-là vient de Shiraz, mais maintenant, à cause du régime islamique, on ne fait plus de vin, au moins pas publiquement, mais ce cépage, je crois que c'est maintenant en Australie. Écoute, on doit conclure. Alors, dis-moi, Siavosh, on peut voir cette exposition où, quand et comment à Montréal? C'est vendredi et samedi 11 et 12, le 12 mars et au Salon Richmond, 550 Avenue Richmond, H3J 1V3. Oui. Et je crois qu'il n'y a pas de frais d'entrée, mais on demande aux gens de faire un don, si possible, pour aider la fondation. Tous les dons sont bienvenus. Et je devrais aussi ajouter, en 12, il y aura une discussion, il y aura un forum de discussion. D'accord. Je vais rappeler donc l'exposition du Pécan Art Car, qui est donc une exposition sous la gouvernance là, de la Fondation 319-272. C'est gratuit, c'est à partir du 10, 11, 12 mars et il y a le 12 mars une discussion. Ça se fait donc au Salon Richmond, dans Griffintown, 550 rue Richmond. Ben, un gros merci à vous. Nous recevons ce soir Jennifer Ricard, qui est, imaginez-vous, bibliothécaire. Mais là, je vais vous rassurer tout de suite, elle n'a pas des lunettes épaisses comme des fonds de bouteilles de soda. Elle n'a vraiment pas l'air neutre, mais pas du tout. Au contraire, c'est une personne que je trouve absolument géniale, gentille et drôle. Jennifer, bienvenue à Fraîchement Jeudi.
Merci. Je le savais, j'étais pour te faire rire. C'est parce que ceux qui ne te connaissent pas, moi, je te connais, je t'ai vu souvent. J'aime beaucoup comment tu t'habilles. Tu n'as vraiment pas l'air de la bibliothécaire typique. Je pense que c'est fini, la bibliothécaire typique. Hein? Oui, oui, c'est vraiment rendu un stéréotype. Là. Oui, oui. Écoute, parlons de toi, parce que tu es bibliothécaire et tu es vraiment importante pour nos communautés de LGBTQIA+, ou les communautés queer, parce qu'à la Grande Bibliothèque du Québec, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, tu as quand même aussi un mandat où tu t'occupes de nous un peu. Oui, donc moi, je chapeaute le BNQ est fier, qui annuellement, on célèbre toute la communauté de SLGTBQ. Je pense que c'est très important vraiment de mettre en valeur la communauté qui est nos voisins à la Grande Bibliothèque aussi, là, le village à côté. Puis aussi de montrer à tous ceux qui viennent à la Grande Bibliothèque qu'elle leur appartient et que c'est un espace sécuritaire et même qui célèbre toute cette diversité-là. Qu'est-ce qui t'attire? Bon, j'ose croire que si tu es bibliothécaire, c'est parce que tu aimes les livres, mais aussi, qu'est-ce qui t'attire? Vraiment, ce n'est pas un job facile là, de gérer des collections, de gérer aussi des activités comme ça. Il faut vraiment aimer ça. Là. Oui, j'aime beaucoup ça. Bien, j'aime beaucoup les livres. Là. Vous autres, vous ne le voyez pas, mais Denis Martin le voit bien. J'ai plein de livres derrière. En Zoom, oui, il faut le dire aux gens, oui. J'adore les livres, mais c'est vraiment cette connexion humaine de pouvoir partager autour des choses qu'on aime, mais aussi de donner cet accès égal. Pour moi, c'est ça la bibliothèque. Ce n'est pas les livres, ce n'est pas nécessairement l'activité, c'est l'accès démocratique au savoir, au plaisir, à la littérature. Donc, c'est ça qui me... Et tu t'impliques beaucoup. D'abord, je veux juste dire aux gens, moi, je suis un usager de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la grande bibliothèque, entre autres, qu'on retrouve là sur Saint-Hubert et Saint-Denis. Saint-Denis. C'est de Maisonneuve puis Berry. Ouais. Berry, mon Dieu, je mêle mes rues. Pourtant, ça fait plus de 13 ans que je suis à Montréal, 15 ans que je suis à Montréal. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une très large collection. Vous n'en manquez pas beaucoup des livres de nos communautés. Hein? Non, il y en a vraiment beaucoup. Puis je sais que moi puis mes autres collègues, on fait un effort. On veut des collections diverses. Puis je vois aussi, moi, je suis bibliothécaire jeunesse, là, la quantité grandissante de littérature queer ou de SLGTBQ qu'on trouve, puis on veut vraiment que ça fasse partie de nos collections. Écoute, je veux t'amener à parler aussi de ton implication parce que c'est une chose là, de travailler où tu travailles, puis de s'assurer que nos communautés aient leur place comme toutes les autres, mais tu es aussi impliqué auprès d'un organisme, en fait, on est impliqués ensemble, qui s'appelle Fierté littéraire. C'est intéressant, c'est une extension, j'imagine, de ton travail. C'était comme naturel pour toi de t'impliquer avec Fierté littéraire. Oui, bien, absolument. Je pense que ça fait partie de ce que je fais, la promotion de la littérature, entre autres, de la littérature queer qui me fait particulièrement à cœur. Là. Donc, oui, c'est une extension. J'ai été invitée, puis après mon implication à BNQFR, puis j'ai accepté avec plaisir. C'est vraiment une belle expérience de on voit que tu t'amuses. Je t'ai vu à plusieurs événements, puis on voit que tu as vraiment du plaisir aussi. Alors, ça fait du bien. Parce que les gens qui ne te connaissent pas ne voient pas ton sourire constant. Tu es vraiment une personne joyeuse. Je t'ai pour dire gay dans la vraie vie. Un peu des deux. Jennifer, je vais quand même être transparent. Je suis directeur général de Fierté littéraire. Tu es sur notre conseil d'administration. Tu as travaillé beaucoup avec moi. Ce que je vais le dire aux gens, c'est peut-être un peu une entrevue qui peut être complaisante, mais en même temps, je trouve que c'est important que tu nous parles de cet organisme. Tu peux le faire mieux que moi qui fait l'entrevue. Fierté littéraire a un gros projet qu'elle va lancer très bientôt, un livre, un recueil. Peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, donc on a... J'ai ouvert ça. Oui. Pas faire d'erreur. Oui, c'est ça. On a le lancement du livre Les mots qui libèrent.
qui est un recueil d'histoires pour briser le silence autour de la violence dans les relations. Puis je pense que c'est très important. Premièrement, des belles histoires touchantes, mais sur un sujet important qu'on hésite parfois de parler, je pense, dans la communauté. Donc, par peur peut-être de ne pas avoir l'air d'avoir des bonnes relations ou je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est important pour briser ce silence-là, pour aider ceux qui vivent ce problème-là. Donc, c'était un bel recueil, puis pas le premier que Fierté littéraire a sorti. Oui, c'est notre troisième, quatrième, cinquième, si on inclut les recueils qu'on a fait avec Transpoésie. C'est quand même... Oui, ouais. oui, c'est ça. Donc, on en a plusieurs avec le partenaire, les TNT. C'est TNT, je pense qu'il s'appelle. Oui, TNT, oui. Oui, édition, oui. Donc, oui. Donc, c'est une invitation qu'on lance à tout le monde. Je le fais en tant qu'animateur, puis en tant que directeur général de Fierté littéraire. C'est le 28 mars, 19h à la Comédie de Montréal, 11-13 boulevard de Maisonneuve-Est. On va être en post-pandémie. On va pouvoir être là autant qu'on veut. Il n'y aura plus de passeport sanitaire. C'est possible même qu'on puisse participer sans masque. On verra. On verra dans le temps. On verra rendu là. Selon le confort donc, moi, je vais y être aussi. Donc, si vous voulez voir si c'est vrai que je suis là, vous avez... On fait une courte pause. On vous revient dans quelques minutes à Fraîchement Jeudi. Il est présentement 22h03 si vous nous écoutez en direct au 102,3 FM à Radio Centre-Ville. Sinon, bien, c'est la deuxième partie de Fraîchement Jeudi. Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés de LGBTQIA+, au 102,3 FM Radio Centre-Ville, mais aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux et sur YouTube. Cette deuxième demi-heure d'émission, cette deuxième partie, on a nos chroniques cinéma et santé. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin-Chabot. C'est la chronique cinéma avec notre très cher chroniqueur cinéma, le très beau, le très gentil Richard Bradley. Salut Richard! Bonsoir, Denis Martin. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Good, good, good. Alors, Richard, je sais que tu es content parce qu'il y a eu un décloisonnement, pour ne pas dire un déconfinement des cinémas, et tu es vraiment là, tu t'es payé la traite. Tu es allé voir 4 films dont tu veux me parler. Allons-y. Kingsman, première mission de Matthew Vaughn. C'est un film britanno-états-unien de 2022, durée 2 minutes, 2h11. Alors, parle-moi de ce film. Bon, alors, c'est une série de films Kingsman. Il y en a 2 précédents. Alors, on s'imagine toujours l'humour britannique qu'on a retrouvé dans les 2 premiers films, qui malheureusement n'est pas présent dans le 3e film. Ça ne veut pas dire que le film n'est pas intéressant. Le film s'adresse surtout aux connaisseurs de l'histoire mondiale autour de la Première Guerre mondiale. Alors, il y a plusieurs des personnages qui sont des personnages importants dans l'histoire, comme l'archiduc Ferdinand, qui est assassiné en Autriche, qui a été le début de la Première Guerre mondiale. On rencontre Nicolas II, le dernier tsar de Russie, et son fameux gourou, Rasputin. Il faut croire que c'est un nom qui ne porte pas chance. Aujourd'hui. Oui,
Ouais, ouais, ouais. Disons qu'on préfère la poutine avec des frites puis du gros fromage gras C'est graisseux ça, c'est ça. que cette autre personne qui porte ce nom. En fait, c'est pas une personne, c'est un animal. Mais en tout cas, on continue. Ouais. Dans ce film-là de Kingsman, celui qui joue Rasputin, Rice Ifans, est extraordinaire. C'est vraiment, là, il fait le spectacle. Il a un rôle secondaire, mais on ne peut pas faire autrement que de le remarquer. Et c'est vraiment inspiré de la vraie vie de ce Rasputin-là, parce que le gouvernement russe voulait se débarrasser de lui en l'empoisonnant, mais ça n'a pas marché. Le gars, il a mangé plein de choses qui auraient pu le faire mourir, mais ça n'a pas marché. Bon. Alors, dans le film, c'est la même chose. Qu'est-ce qui arrive après? Ben là, il faudrait que les gens qui soient intéressés au film aillent voir ça. On rencontre même l'espionne Matari. Ça fait qu'il y a tous les côtés historiques très intéressants là-dedans pour ceux qui aiment l'histoire. Si vous voulez l'humour des deux premiers Kingsman, ben, vous ne l'aurez pas là-dedans. Bon, Mort sur le Nil, avec un acteur que j'aime beaucoup, Kenneth Branagh. Un autre film américano, ou on devrait dire britanno-états-unien. Celui-ci aussi, un bon 2 heures, à 2h07. Alors, le premier, tu as donné une note qu'on vient de dire, Kingsman 8,3 sur 10. Celui-ci, ta note et tes commentaires. OK. Alors, celui-là, c'est d'après le roman d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. J'avais vu le premier film qui a été fait dans les années 70-80. J'avais trouvé ça d'un ennui mortel. Alors, je suis allé sur Mort sur le Nil, le nouveau, à cause justement de Kenneth Branagh. Ensuite, la comédienne Gal Gadot qui fait Wonder Woman dans d'autres films, là. Et puis, c'est très bien joué. Il y a de très bons acteurs. Ça se passe en 1937. Une croisière sur le Nil. Bon, je ne sais pas si c'est véridique au point de vue historique, mais c'est magnifique. Le bateau, la croisière est superbe. Ça te donnerait le goût d'y aller dans cette croisière-là, même s'il y a quelqu'un qui se fait tuer. Et puis, les paysages d'Égypte sont très, très beaux aussi. Et c'est très, très bien joué. Armie Hammer puis Gal Gadot sont très, très bons dans ça. Naturellement, il y a Annette Bening aussi qu'on voit de moins en moins souvent, mais qui est très, très bonne. Alors, c'est un film de riches touristes qui font une croisière sur le Nil en vue d'un mariage en 1937. Oui, tu lui donnes donc quelle note tu lui donnes, ce film? 8,6. 8,6. Je vais juste souligner qu'il y a deux autres noms que j'ai vus dans ta liste, moi, qui m'ont fait rigoler un peu en voyant les noms. Dawn French et Jennifer Saunders. En fait, on parle ici de ces personnes qui étaient derrière, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? La série britannique. C'est fou, le nom ne me revient pas, là, mais une série britannique très, très drôle avec Jennifer Saunders. Et puis Dawn French était une des autrices de cette série. Alors, peut-être que les auditeurs vont nous le dire plus tard. J'ai un petit trou de mémoire. On va continuer. Uncharted, un autre film tu donnes une bonne note, lui aussi. Oui. Uncharted, c'est le même nom en français et en anglais. Il semblerait que c'est basé sur un jeu vidéo. Bon, je ne pourrais pas vous dire si c'est très représentatif du jeu vidéo. Je ne le connais pas, le jeu vidéo en question. C'est une chasse au trésor. Un trésor abandonné par Magellan. Magellan, là, ça date pas d'hier, ça, là. Ça date de très, très longtemps. Et puis, avec Tom Holland qui joue Spider-Man dans la série Spider-Man, le plus récent Spider-Man, puis Mark Wahlberg et Antonio Banderas. Oh. Ce que j'ai aimé de ce film-là, les deux actrices principales du film sont pas des faire-valoir. Ils sont des personnages authentiques qui se battent eux autres aussi pour avoir le trésor, qui n'hésitent pas à utiliser la violence pour gagner. C'est pas des petites poupées, là. C'est vraiment des personnages féminins très forts. Et c'est ça qui m'a beaucoup surpris dans ce film-là, parce que d'habitude, c'est le genre de film où ce sont les gars qui sont toujours en vedette. Oui, les deux actrices, oui. Demandons les noms des deux actrices. Sophia Ali, Tati Gabriel. D'accord. Tati Gabriel est extraordinaire. C'est une méchante, là, mais elle est vraiment très, très bonne. Elle joue très bien son rôle. Les cascades sont très intéressantes, mais c'est pas un film des plus originaux. Non. Okay. Ouais, ça me fait penser à un film qui s'appelait National Treasure avec Nicolas Cage des années 90, je pense. D'accord. C'est le même style. On essaie de trouver des indices pour trouver un trésor. Il y a des clés, il y a des... Ça nous laisse à peu près... un bon moment.
Ouais, là, c'est 1 minute et demie à peu près. Juste pour vous dire, je me suis rappelé de la série dont je parlais tout à l'heure, Jennifer Saunders Down French. C'était Absolutely Fabulous sur la BBC qui a été quand même une série culte et qui l'est encore. On va aller au dernier film parce que tu en as parlé un peu tout à l'heure, Spider-Man sans retour. Alors, parle-moi de ce film. Bon, Spider-Man sans retour, c'est pour les connaisseurs de Spider-Man. C'est-à-dire ceux qui ont vu la série Spider-Man avec le premier Spider-Man, qui était Tobey Maguire, qui a fait 3 films en tant que Spider-Man. Et il y a Andrew Garfield, que j'aime toujours, qui a fait 2 Spider-Man. Pourquoi il faut avoir vu ces films-là? Parce que l'histoire, c'est un retour en arrière vers le passé. Et à un moment donné, on se retrouve même avec les 3 Spider-Man dans l'histoire. Wow. Ceux qui n'ont pas connu ces films-là, ben là, il manque un peu de flashback. Tandis qu'on retrouve aussi les méchants que ces Spider-Man-là avaient éliminés qui reviennent à la vie. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas vu les autres films. Donc, il faudrait que les gens s'inscrivent peut-être à un réseau là, de télévision en ligne, genre Netflix, pour essayer de retrouver les 2 autres Spider-Man et puis les voir avant d'aller voir ce film. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Richard, c'est une note. Oui. Oui, c'est une note de combien que tu donnes à ce film? 8,5. C'est un très bon film, mais pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Parce que des amis ont allé voir le film puis ils n'avaient pas vu la série des Spider-Man. Ils ont trouvé ça très ennuyant. Ils n'ont rien compris à l'histoire. Et puis nous, à Fraîchement Jeudi, bien, on va continuer maintenant avec de la musique. On a appris son décès récemment, une chanteuse québécoise qui nous a beaucoup parlé et bercé par sa voix et par ses chansons, ses interprétations. Voici Ginette Ravel. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage, pour mon cœur déchiré c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras je serai de retour, le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tombe, je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu
Sentez-vous bien avec le docteur Pierre Côté. Bonsoir, Pierre Côté, en fait, notre chronique santé. Puis, pour les gens qui ne le savent pas, moi, je suis en train de lui parler. Il est à l'autre bout de l'Amérique. Il est en Amérique centrale, au Costa Rica. Écoute, je suis content que tu puisses prendre des vacances, Pierre. Tu en as vraiment besoin. Alors, bonsoir à toi. Bonsoir, Danny Martin. En fait, c'est magnifique. On a une vue sur la mer. Oui, je suis chanceux de pouvoir être ici. Puis, en fait, j'essaie de trouver un sujet un peu plus léger pour notre chronique de ce mois-ci, Oui. Danny Martin, compte tenu qu'on avait parlé de la prévention du suicide lors de la dernière fois, qui était quand même un peu plus lourd. Donc, si on se met un peu plus d'équilibre dans nos sujets, on va parler aujourd'hui des effets du changement d'heure sur notre santé. Ah. Donc, alors, sais-tu? Oui. À chaque printemps, à l'automne, c'est la même chose. Moi, tu sais que je m'en rappelle après la veille parce qu'on le dit quelque part à la TV ou je ne sais pas trop où, là, mais je ne m'en rappelle jamais d'une fois à l'autre. Je suis pareil. Eh bien, c'est dans la nuit du samedi 12 mars au dimanche 13 qu'on va changer d'heure. Comme à chaque année depuis 2007, en fait, au Canada, on avance l'heure toujours le deuxième dimanche de mars. Et pour l'automne, pour le changement d'hiver, c'est le premier dimanche de novembre qu'on recule l'heure. On avait, juste pour un petit peu d'histoire très courte, on avait commencé à changer l'heure au cours de la Première Guerre mondiale pour profiter de l'allongement de la durée du jour, pour économiser de l'énergie essentiellement. Mais depuis 2007, c'est moins exotique un peu, les dates de changement d'heure ont été modifiées. C'est plus pour s'harmoniser avec nos voisins du Sud, les États-Unis, qui l'avaient fait depuis une ou 2 ans, un peu plus tôt. C'est donc dire que dimanche, à 2 heures du matin, le 13 mars, il va être 3 heures. On va donc perdre 1 heure de sommeil et on va être ce qu'on appelle à l'heure avancée. Toi, Denis Martin, as-tu tendance à sentir des changements d'heure au printemps ou à l'automne? Pas vraiment. Je dois dire que non, ça ne m'affecte pas du tout. Pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est juste que il y a d'autres choses qui m'affectent. Par contre, je peux dire que mon chien, lui, il ne sait pas qu'il y a un changement d'heure. Ça va être à mon avantage cette fois-ci, mais quand on recule l'heure, ce n'est pas à mon avantage. C'est vrai que les animaux réagissent plus. Mais en fait, tu es comme la majorité des adultes qui s'adaptent en général là, assez rapidement en quelques jours. Mais quand même, pour certaines personnes qui sont plus fragiles, je pense aux petits bébés, aux enfants et aux personnes âgées, l'adaptation peut être un peu plus lente, puis des fois plus difficilement. Et c'est dû à un changement de production d'hormones du sommeil, la mélatonine, qui est responsable de ces perturbations-là. Donc, il y a une diminution, il y a une diminution de la sécrétion de mélatonine qui provoquerait une augmentation du niveau de cortisol sanguin, qui, elle, est celle qui est responsable du métabolisme de base, donc de l'organisme. Et ça se manifeste comment là, chez quelqu'un? Les problèmes sont majoritairement causés au départ par un manque de sommeil qui peut amener à de la fatigue, des troubles de concentration, de l'attention, des troubles de l'humeur ou de l'irritabilité, des trucs comme ça. Quand les gens ne sont pas en déficit de sommeil, ça va relativement bien. Mais si les gens sont déjà au départ avec un grand déficit de sommeil, ça peut être plus sérieux. Et là, j'ai lu dans un article de la revue Le Point, qui a été publié en octobre dernier, c'est assez récent, que dans les semaines suivant les changements d'heure, on notait une augmentation des crises cardiaques, des AVC, du nombre d'accidents de travail ou même des accidents de la route. Je mettrais peut-être un petit bémol. Je suis un petit peu sceptique. Je n'ai pas réussi à trouver les sources d'où ça venait. Je n'ai pas l'impression que c'est un drame ici. Mais en tout cas, je n'ai pas retrouvé aucune donnée publiée à ce sujet-là au Québec. Ouais, mais puis je pense que moi aussi, je suis un petit peu sceptique vis-à-vis de tout ça. Là. Mais comment on peut se préparer au changement d'heure d'été, là, quand on avance? Là?
Donc, on parle d'une heure de sommeil. Ben, en fait, c'est assez simple. Ce qui est conseillé, c'est de se coucher un peu plus tôt. Ça peut être 1 ou 2 jours avant ou dans la semaine qui suit pour essayer de s'adapter un petit peu. D'éviter d'essayer de veiller trop tard parce que là, le rythme sommeil-éveil, le risque peut être très perturbé. Puis là, ça peut être beaucoup plus difficile à s'adapter. Ça peut prendre quand même beaucoup plus de temps. Puis on conseille aux gens d'éviter de s'exposer. C'est assez important. Pour l'hygiène du sommeil tout court, là aussi, on peut retenir ça. C'est donc d'éviter de s'exposer aux écrans avant le coucher. Donc, la lumière bleue qui est émise par ces écrans-là empêche la sécrétion de mélatonine et ça prend à peu près 2 heures de lumière qui est atténuée pour qu'il y ait un niveau de mélatonine qui soit suffisamment élevé pour déclencher le sommeil. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, mon cher. Mais je voudrais quand même mentionner qu'il y a des campagnes qui sont importantes et je pense qu'ils ont raison, c'est que changer l'heure, ça veut aussi dire changer les piles de nos détecteurs de fumée. Donc, je pense que faut le rappeler, mais je pense que prenons cette bonne habitude-là, je pense que c'est important. Donc, on change d'heure, on pense aux beaux pompiers, puis toi, ben, tu penses à la map encore pour les prochains jours. On te souhaite une bonne continuation de vacances. Tu le mérites bien, Pierre, puis on se reparle le mois prochain. Je ne manquerai pas, Denis Martin. Bonne journée à toi. Bonne fin de soirée à toi. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je Eh bien, tout le monde, ne vous en faites pas. Je ne fume pas. Je ne fume plus. Ça fait longtemps que je ne fume plus la cigarette. On ne parle pas des autres choses, puis c'est pas le temps d'en parler. Donc, c'était
Pink Martini avec Je fume. Je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, c'est Cathy Diop qui va prendre la barre de l'émission Fraîchement Jeudi au 102,3 FM Radio Centre-Ville à 21h33. Je vous invite entre-temps à aimer notre page Facebook @fraîchement jeudi pour y retrouver les capsules, les chroniques, les entrevues des semaines passées sur la page dans la section vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit le mois prochain. Ciao! na na